Bonjour à tous et merci pour votre présence sur cette plénière de ChatGPT aux usages business sur les potentialités et aussi les limites de l'IA générative. Je me présente très rapidement, je m'appelle Iban Touché, je suis dirigeant d'une société, on commercialise deux produits, Incremis, une solution SEO 360 degrés qu'on a lancée en 2014, et Spark Neo, une solution de création de contenu à très grande échelle qui a été lancée en 2022, donc on a 2 ans d'ancienneté sur cette nouvelle solution. Ordre du jour, on a donc 3 grandes parties, IA et fonctionnement des moteurs. Deuxième partie, l'IA, c'est sa data. Et la troisième partie, les cas concrets d'application de l'IA générative. Alors, le fonctionnement des moteurs. Comment sont construits ces moteurs? Donc, l'approche est assez connue. On imagine une grosse machine avec quelques milliards de paramètres. Et on a entraîné cette machine en lui donnant en entrée un texte à ce qu'elle devine le bout de mot qui suit ce texte. Donc, le bout de mot le plus plausible. Supposons donc qu'on construise cette machine de cette façon. Quelles sont les implications directes? Déjà, premièrement, la machine est dépendante à 100% de sa donnée d'entraînement. Je peux prendre un moteur LLM, l'entraîner sur des textes démocratiques. Dès que je vais appeler ce moteur, il va me générer des textes qui vont vanter la démocratie. Je peux prendre ce même moteur, l'entraîner sur des textes dictatoriaux. Dès que je vais appeler ce moteur, il va me générer des textes qui vont vanter la dictature. Deuxièmement, la machine n'a aucune compréhension des textes qu'il génère. Je vais vous le montrer après. Parce que n'oubliez pas, c'est une génération petit bout par petit bout. Troisième point, probablement le plus important, c'est que cette machine n'a aucune représentation du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Les 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, les sentiments, l'amour, la haine, la jalousie, tout ça, c'est pas dans l'équation en fait. Peut-on vraiment comprendre le monde si on a simplement lu des livres? Et pour finir, je rappelle que cette technologie n'a pas été faite pour faire des raisonnements, n'a pas de sens critique et laisse place à beaucoup de hasard. Parce que si je commence un début de phrase et que je demande à chacun d'entre vous de me donner le mot qui suit, on ne va pas être d'accord. Et donc, de manière inhérente à cette technologie, on a beaucoup de hasard. Alors, pour bien matérialiser ce que je vous explique maintenant, je vais vous montrer une vidéo de 2022 au lancement de Spark Neo qui montre comment fonctionnent véritablement ces moteurs. Alors j'appuie, normalement ça doit venir. Oui, alors on est dans l'interface de 2022 d'OpenAI, et vous voyez, on avait ce petit paramètre Show Probabilities. Ça permet en fait de voir les probabilités des petits bouts de mots. On va ensuite lancer un prompt à la machine pour avoir des activités touristiques dans un village de France. Et donc, dans l'affichage de retour, vous allez voir qu'on va avoir un code couleur qui va montrer en fait les probabilités des bouts de mots. La machine, en fait, vous allez voir, elle a commencé par vise, parce qu'elle avait 70% de probabilité de commencer par ce bout de mot. Ensuite, elle a fait vise, elle se dit, je fais quoi? Visite, visiter, it, iter, 75, 25, elle part sur visite. Ensuite, elle se dit, je fais quoi? Du, 2, 35, 32, elle se dit, ah, ben, je vais partir sur du. Ensuite, CH, muse, château, musée, etc., etc. Donc, quand vous voyez une génération d'un texte complet, vous voyez un sens, mais la machine, elle n'oubliez pas, elle a été construite pour travailler petit bout par petit bout. D'accord? Alors, l'IA, c'est sa data. Commençons par une petite métaphore, et puis ensuite, on va prendre un cas très très concret. Si on retourne dans la préhistoire, on prend tous les dessins de toutes les caves préhistoriques disponibles sur la planète Terre, et que ces dessins, je les donne à un moteur LLM. À ce moment-là, le petit prince arrive. Il voit cette machine, il est un peu étonné, il lui demande bien évidemment, dessine-moi un mouton. Que va générer comme dessin la machine? Globalement, l'IA générative va faire un dessin de mouton qui va à peu près ressembler à ça. En aucun cas, l'IA générative sera capable de générer un dessin tel que vous le voyez aujourd'hui de ce mouton. Donc, il ne faut pas oublier que l'IA générative est enfermée dans sa boîte. Elle peut combiner des créations qu'elle a vues pour vous faire croire qu'elle crée, mais ce n'est pas vrai en fait. D'accord? Passons maintenant à un cas très concret. Je cherchais récemment un répéteur Wi-Fi. Donc, c'est une petite boîte qu'on met dans une prise électrique pour répéter le réseau Wi-Fi de sa maison. Je suis tombé sur cette page Amazon. Page produit, c'est un screenshot réel. Avant de commencer, d'aller un petit peu plus loin, je voudrais vous demander de regarder et de me dire s'il y a quelque chose que vous trouvez de très étonnant dans cette page produit. Je peux vous laisser que 5 à 10 secondes.
Pardon? Exactement. L'enfer est dans le détail. On se rend compte que ce répéteur Wi-Fi peut faire cocotte minute et faire du riz pour toute la famille. C'est un cas classique de bug dans la data. Que se passe-t-il si je prends les attributs produits? Je vais dans GPT-4o, le dernier moteur d'OpenAI, et je lui demande de me générer une description de ce produit. Donc on va avoir le titre, le Wi-Fi, le machin, puis en bas un petit peu de cocotte minute, en fait. GPT-4o vous dit il n'y a pas de problème, il s'agit du meilleur répéteur Wi-Fi pour améliorer la couverture, et puis bonus, en plus ça va vous faire du riz pour 6 personnes. N'oubliez pas que l'IA n'a aucune représentation du monde. D'accord? Face à ce problème, la remarque est souvent de dire le problème c'est pas l'IA, le problème c'est la data qui n'a pas la bonne donnée. Alors déjà, je rappelle que IA, le I, ça voulait dire intelligence et non pas ignorance, mais on va mettre ça de côté. Deuxièmement, je voudrais qu'on s'attarde sur ce problème. Toute donnée a-t-elle une valeur? Ça peut sembler contre-intuitif, mais pourtant il faut qu'on y réfléchisse et je voudrais qu'on passe un petit peu de temps là-dessus pour vous amener en fait à notre retour d'expérience après 2 ans de création de contenu à vraiment très grande échelle et vous faire comprendre ce problème en fait. Alors, il y a 3 grandes familles de données en fait. D'accord? La première famille, c'est celle que vous avez tous et toutes en tête, la donnée absolue. C'est quoi? Des attributs produits CRM, une couleur, si je suis blanc, je suis blanc. Si je suis né en 1980, je ne suis pas né en l'an 2000. On est d'accord. Je ne vais pas challenger cette vision. Cette donnée a une valeur. Maintenant, est-ce que certains parmi vous ont déjà une idée d'une deuxième famille de données pour laquelle déjà au niveau de la valeur, il faut faire un petit peu plus attention. On n'est pas sur de la data absolue. Donc je vous laisse peut-être réfléchir un petit peu. Est-ce que vous avez une idée? Écoutez, bon, ben ça vient tellement vite, tant mieux. Bravo, c'est la donnée temporelle en fait. La donnée temporelle, déjà, c'est quoi? C'est une donnée qui change dans le temps. Alors on peut penser à des choses, le texte de loi, les actualités, la science, la connaissance de la science. Mais la réalité, c'est que votre business évolue tous les jours. Votre offre évolue, vos services, votre périmètre, etc. Donc quand on fait un projet d'IA générative, le client va nous dire par rapport à la donnée temporelle, c'est vraiment de dire, bon, prends pas en compte ce fichier-là, celui-là, il n'est pas à jour, c'est dans ce fichier-là qu'on a la dernière valeur du bazar. C'est ça, la donnée temporelle. C'est le fait qu'on a des choses qui sont en fait obsolètes. Donc, donnée absolue, il y a une valeur. Donnée temporelle, il y a une valeur, mais déjà, il faut faire attention, elle change dans le temps. Et maintenant, je voudrais savoir si quelqu'un parmi vous est capable d'identifier la 3e famille de données, qui, bien évidemment, elle, est une donnée qui n'a pas de valeur, qui est omniprésente dans toutes les organisations, et qui impacte tous les projets d'IA générative. Un process peut être documenté, peut-être qu'il évolue dans le temps, il est plutôt plus dans du temporel. Celle-là, je vais vous la donner, c'est parce que je n'ai pas beaucoup de temps, normalement ça dure 30 minutes. C'est la donnée subjective. La donnée qui n'a pas de valeur, c'est la donnée qui a autant de valeur que de collaborateurs. Si je fais par exemple un projet d'IA générative et que je dois faire des textes et parler des meilleures activités à Paris, est-ce que l'attribut meilleure activité à Paris a une valeur? Non, il n'a pas de valeur. D'accord? De même, une description, ça vient du système SI, très souvent, ça a été écrit par un collaborateur à un instant T. Peut-être que le chef de projet IA, 3 ans après, il n'est pas d'accord avec cette description qui est très subjective, mais ça reste une donnée en entrée. Et donc, dans une entreprise, le business va vous dire typiquement faire quelque chose, le marketing va dire bon, le business veut ça, donc on va faire ça. Puis l'opérationnel, derrière, il a fait ce qu'il a pu par rapport à cette demande et on va avoir 3 documents qui parlent de la même donnée avec des informations parfois contradictoires, etc. Que se passe-t-il en cas de mauvaise data? On l'a vu, la donnée absolue, mauvaise data, mauvais texte, ça ne pardonne pas, c'est l'histoire de la cocotte minute. La donnée temporelle, c'est pareil. Si vous faites un texte avec une version 2022 au lieu de la version 2024, vous êtes dedans. La donnée subjective, c'est encore plus compliqué parce qu'en fait, même un texte qui est juste pourrait être rejeté par le client parce que subjectivement, la personne n'est pas d'accord avec ce que vous avez fait. Donc face à ça, on est obligé de mettre en place des stratégies de données. Donc par exemple, sur la donnée absolue, il faut multiplier les data sources et faire de la cohérence entre les sources de données. Sur la donnée temporelle, c'est plutôt de dire bon, on regarde à droite plutôt qu'à gauche. Et sur la donnée subjective, vous n'avez pas d'autre choix
que de préciser le brief et de préciser votre demande. Parce que c'est très subjectif une fois de plus. Donc si je reviens sur Amazon, je mets les attributs d'Amazon avec la cocotte minute, je mets la photo du produit et puis je mets peut-être les attributs constructeurs. Dans ce cas-là, on va s'en tirer par exemple. Mais j'ai dû mettre en place une stratégie de données. Donc où je veux vous amener avec ça, c'est simplement de vous dire que la donnée étant incertaine et l'IA étant plutôt un grand A avec un petit i qu'autre chose, la promesse marketing consiste à dire on prend un LLM, on prend toute la data de l'organisation, et là on a une poule aux odeurs, on appuie un bouton, on va faire des images, des textes, machin. Selon moi, est très très difficile à matérialiser, à cause des problématiques de la donnée qu'on vient de voir. D'accord ? Ça, je pense que ça n'existe pas. Alors, comment avancer en fait ? Cas concret d'application de l'IA générative. En fait, vous n'avez pas d'autre choix que de travailler par use case. Il faut qu'il y ait une volumétrie qui se déclenche. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez des coûts fixes. Il faut mettre en place un use case avec une IA générative. Donc, il faut mettre en place un moteur, formaliser le use case, définir un brief, donner des exemples. Ça, c'est du temps avec vos équipes. Définir une stratégie de données. D'où vient la data ? Sur des incohérences, comment on gère, etc. Et donc, faire du fine-tuning sur un certain ensemble de données, peut-être 10-15 textes. Et quand vous êtes content de ça, vous pouvez faire un texte, 1000 textes, 10 000 textes. Donc vous devez avoir une volumétrie pour rattraper votre coût fixe d'investissement. Sinon, ce n'est pas rentable. Donc les 3 familles d'usages qui engendrent de la volumétrie. Le premier usage qui est bien connu, historique chez nous, c'est un use case pour beaucoup de data, typiquement les pages produits. Je formalise la page produit, le brief, etc. Je vais en faire 10 000 d'un coup, je vais économiquement m'y retrouver. Deuxième grande famille, c'est quand une donnée devient plusieurs assets. Donc typiquement, par exemple, j'ai une offre commerciale qui va devenir une pub, 3 SMS, une landing, un email, etc. Vous n'avez pas des milliers d'offres commerciales, mais chaque offre, en fait, enclenche une volumétrie et donc vous allez vous y retrouver à mettre en place ce use case. Et la dernière grande famille, c'est en fait les use cases récurrents dans le temps. Par exemple, des emails de bienvenue, des emails de relance, etc. Donc ça vaut le coup de mettre en place cette capacité parce que vous allez utiliser un petit peu tous les jours ou toutes les semaines. Lorsque l'IA générative est bien approchée, les résultats sont moins impressionnants. Ça, c'est un screenshot véritable d'un Crémis. Je pense qu'il a 2 ans, où en fait, on a un client qui fait 740 pages produits pour 500 000 mots en un clic de souris et ça part en publication directe. D'accord ? Donc 3 éléments clairs à retenir à propos de l'IA générative. Premièrement, la réalité technologique est très différente de la promesse marketing américaine. Donc je dis attention. Deuxièmement, la data est un sujet complexe et central. Il ne faut vraiment pas le sous-estimer. Et troisièmement, c'est une approche au cas par cas. Il faut qu'il y ait une volumétrie. Parce qu'en fait, il y a des coûts fixes. Alors, la suite tout de suite, c'est une masterclass. On a les mains vraiment dans le cambouis. Je vais faire ça avec Johan, qui est ici présent. On va donc faire une démo de Spark Neo pour la création de contenu à grande échelle, avec beaucoup de stratégies de données. Et on va être en salle Auteuil, là, dans 5 minutes. Mais pour ceux qui préfèrent rester pour la prochaine keynote de Criteo, comme je dis, ça sera sans rancune. Et quand vous aurez oublié qui je suis, ce que j'ai dit, ce que je fais, ce que j'ai essayé d'expliquer en 15 minutes, rappelez-vous simplement cette petite phrase que je dis souvent en interne et à tous nos prospects, il n'y a pas d'IA facile. Voilà, merci à vous. Au revoir.